Monsieur le Président du Conseil économique et social et environnemental, le représentant de Madame le maire de la ville de Rabat, Monsieur le Président de l'Université par intérim et doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Monsieur le Secrétaire général de la Fédération nationale pour l'accompagnement à l'entrepreneuriat, Monsieur Toukali, il s'excuse, il sera représenté par son secrétaire général, Monsieur le chef de département des sciences économiques et sociales, sciences économiques de la Faculté des sciences juridiques et économiques, ACDEL, Mesdames et Messieurs, chère présence, chers étudiants, chers participants. C'est un vrai plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette manifestation scientifique dont la thématique porte sur le développement de l'entrepreneuriat étudiant innovant, symbole de la volonté de nos établissements d'enseignement supérieur ainsi que de tous nos partenaires ici présents à repenser l'accompagnement comme cadre pour la promotion de l'entrepreneuriat auprès de nos jeunes universitaires. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour explorer les différentes facettes de l'entrepreneuriat étudiant et comment il peut stimuler et encourager les étudiants à repenser leur employabilité. À cette occasion, je tiens à vous remercier de nous avoir honorés par votre présence, malgré vos responsabilités. Je remercie aussi nos partenaires qui ont rendu possible cet événement. Au risque d'oublier quelqu'un, donc je les remercie tous et toutes pour leur implication. Et bien sûr pour tous les participants, parce que la liste est tellement longue, et donc pour ne pas frustrer quelques-uns. Et bien sûr pour tous les participants qui vont partager avec nous leurs idées et expériences sur ce sujet-là. Et donc rapidement, je vais vous donner quelques noms et vous allez me dire qu'est-ce que ça vous dit. Mark Zuckerberg, c'est le fondateur de Facebook. Lorsqu'il a créé Facebook, il était étudiant. Brian Chesky et Joe Gebbia, ce sont les fondateurs de Airbnb. Aussi, ils avaient des difficultés à se loger et donc ils ont mis en place un groupe étudiant, Airbnb. Ivan Spiegel, c'est Snapchat. Donc, tous ces fondateurs-là, ils étaient des étudiants, ils ont essayé de joindre un petit peu, de conjuguer leur passion avec leurs besoins et développer leur créativité et compétences et se prendre en main et prendre leur avenir personnel et professionnel. Donc, sans trop tarder, je suis honorée de donner la parole à nos invités d'honneur. Je vais commencer par Monsieur le Président de l'Université Mohamed V et que je remercie vivement d'avoir organisé, c'est le doyen aussi de la faculté parce que c'est la fac qui a pris l'initiative au départ. Donc je remercie chaleureusement Monsieur Bacha pour son initiative, pour son soutien, pour la réussite et la mise à disposition de tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette activité. Je remercie aussi Monsieur Chami qui répond toujours présent et est toujours là pour échanger avec nos étudiants. Et donc ça prouve que les étudiants de cette génération, ils sont chanceux. Ils ont beaucoup de personnes qui le soutiennent. La preuve, c'est M. Chami là. M. Toukali aussi, il a tenu à être présent avec nous, mais vu son état de santé, il s'excuse, mais il sera représenté par son secrétaire général. Donc, sans trop tarder, je donne la parole à M. le Président de l'Université Mohamed V et doyen de la faculté. Merci, à vous la parole. Merci, Sana. Chers amis, chers étudiants, je voudrais, avant toute chose, dire mes vifs remerciements, mes sincères et vifs remerciements, ce ne sont pas que des mots, pour toute l'équipe qui a préparé l'instant qui nous réunit aujourd'hui, et en particulier Sana Solfi, Steve Alissa et Mme Primoud en particulier, et remercier cela aussi pour son soutien. Je voudrais saluer la présence parmi nous de Chami. D'abord, je ne peux pas m'empêcher de dire et de rendre hommage à l'institution du Conseil économique, social et environnemental pour sa contribution. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et de le redire au travers de sa fonction consultative, de contribuer à la
la démocratie économique et sociale, et surtout de permettre à nos décideurs de ne pas prendre des décisions qui seraient désincarnées par rapport à la réalité. Je crois que on n'a pas assez dit l'importance de la fonction consultative. Nombreux sont ceux qui pensent que ce n'est qu'une fonction, il n'est que consultative. C'est méconnaître la place de la consultation dans toute société démocratique. Je voudrais le remercier d'être avec nous. Ce n'est pas la première fois, mais d'être avec nous souvent dans des façons tout à fait originales et inédites. Et on gardera présent à l'esprit, et ce sera inscrit dans les annales de la faculté, l'exercice qu'on a vécu ensemble avec le direct, avec les études. C'était une première. On est tous ravis, véritablement, ça nous a marqué. Et c'est le style Chamil, et je crois que c'est le bon style, franchement. Merci d'être à nos côtés. Merci aussi pour tout ce que tu fais pour le rayonnement de l'institution, pour la recherche avec des institutions prestigieuses. Je voudrais remercier tous mes collègues ici présents et j'oublie de dire un mot sur l'entrepreneuriat, mais je saurais le faire mieux que ce que fera Chamil, donc je lui laisse la parole juste pour dire qu'il y a un aspect qui me paraît important, c'est l'esprit d'entreprise, l'esprit de culture entrepreneuriale, au-delà des mécanismes qu'il faut peut-être repenser. Je suis persuadé qu'il faut les repenser, parce que les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais il y a l'esprit qui ne commence pas à l'université, il faut le dire, il commence bien avant, mais il nous apporte d'accompagner, de soutenir, de croire surtout en nos jeunes potentiels, puis les transformer les défis qui sont là en potentiel. Merci, Chamil. Merci, Monsieur le Président de l'Université Mohamed V et doyen de la faculté. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole à Monsieur Beta Chamil et je le remercie vivement parce qu'il est toujours présent avec nos étudiants et c'est votre faveur par rapport à tout ce qui est en relation avec les étudiants. À vous la parole. Je préfère utiliser ça ne marche pas, c'est pas grave. En fait, c'est parce que je veux rester éternellement jeune. C'est pour ça que quand vous m'invitez, je viens reprendre de l'énergie chez vous. Écoutez, j'ai un discours qui est un discours très officiel, formalisé, réfléchi, cadré. Donc, je vais commencer par ça. Et juste à la fin, je ferai quelques remarques en freestyle qui me semble pourrait intéresser les étudiants qui sont avec nous. Donc merci Sif Alida pour ton invitation, merci à toi et à toute l'équipe pour ce que vous faites pour les jeunes ici à l'université Mohamed V. Donc c'était vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui à l'occasion de cet événement consacré à la promotion de l'entrepreneuriat étudiant, un sujet crucial, comme vous le savez, pour notre pays et notre capitale des jeunes étudiants marocains. Je remercie chaleureusement M. Faïd Bacha, doyen de la faculté des sciences juridiques et sociales de Rabat de l'Université Mohamed V pour son invitation. Pour commencer, je souhaiterais partager avec vous quelques chiffres. Les jeunes âgés de 15-24 ans, c'est vrai que vous les accueillez un peu plus tard, mais c'est pas grave, parce que ça donne une idée de si vous voulez, l'environnement pour cette population. Donc les jeunes de 15-24 ans représentent 16,2% de la population totale, soit 5,9 millions de personnes. Cette jeunesse marocaine, et on le dit, on le redit, mais est-ce qu'on agit assez là-dessus? C'est une question que je soumets à votre appréciation. Donc je dis, cette jeunesse est un atout majeur et une ressource inestimable pour notre pays que nous devons valoriser pour atteindre des objectifs ambitieux de tout, du nouveau modèle de développement, mais comme je me pose la question sur le nouveau modèle de développement, on dit pour tout modèle de développement. Le Maroc dispose ainsi d'une réelle opportunité de capitaliser sur son dividende démographique, comme vous le savez. Cependant, bien sûr, aucune opportunité n'est éternelle. Et aujourd'hui, on constate une hausse exponentielle du taux de dépendance démographique qui est aujourd'hui de 60%. Et donc cette fenêtre démographique risque de se refermer vers 2040. Taux de dépendance démographique, c'est-à-dire c'est pour 60%, c'est-à-dire qu'il y a 60%
de la tranche en dessous des 15 ans et au-dessus de 60 ans. Donc il y a 60 personnes qui dépendent, pour 100 personnes qui travaillent mais qui ne travaillent pas en fait, qui sont dans la tranche de 15 à 60 ans, 100 sont dépendants de ces gens-là. Et cette tendance est une tendance, je dirais, qui est haussière. Et donc cette fenêtre démographique que nous avons, qui est en fait de dire, nous avons une jeunesse aujourd'hui qui peut participer à la vie active, et donc plus la population active est importante, plus on peut espérer qu'on aura un développement économique important. Cette fenêtre va se refermer à horizon 2040, et ça vous explique pourquoi, par exemple, les Allemands ont décidé d'accueillir autant de personnes sur leur territoire, vu la vieillesse de leur population. Alors malheureusement, les statistiques préoccupantes quant à l'insertion des jeunes dans le marché du travail témoignent d'une réalité récurrente, celle d'une valorisation insuffisante. C'est ce que je disais, si on a des ressources mais qu'on ne les utilise pas, ou qu'on ne les emploie pas, ou qu'on ne les valorise pas, ben ça ne sert à rien, à la limite, de les avoir. Je suis provocateur là-dessus, mais c'est un peu pour dire que ça ne suffit pas d'avoir une jeunesse. Quelles sont les opportunités qu'on donne à cette jeunesse? Alors le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans, aujourd'hui, il est de 35,3%. C'est les derniers chiffres qu'a sorti le HCP la semaine dernière. Mais quand on parle au milieu urbain, ce chiffre passe à 49,6%. C'est-à-dire un jeune sur deux, en milieu de 15 à 24 ans, dans les villes, est inoccupé. C'est vraiment quelque chose, je dirais, qui est assez préoccupant, je dirais. Alors, quand on regarde le taux de chômage chez les jeunes qui ont le baccalauréat, il est 4 fois plus élevé que celui des jeunes sans diplôme. Donc, alors il y a quelqu'un qui, c'est là où corrélation et causalité sont différentes, mais quelqu'un pourrait dire donc il faut mieux qu'il n'y ait pas de baccalauréat pour aller trouver du travail. C'est une corrélation, mais c'est pas une causalité. Donc face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, clairement que l'entrepreneuriat apparaît comme un des canaux les plus prometteurs pour une intégration optimale des jeunes dans le processus de développement. Mais là, je vais dire aussi, je vais m'arrêter, je vais dire tout de suite quelque chose, je reprendrai à la fin. Mais l'entrepreneur ne va pas tout résoudre. En fait, il faut que l'économie crée beaucoup plus d'emplois, d'une manière générale. Mesdames et messieurs, cette idée que l'entrepreneuriat apparaît comme prometteur est une idée qui est de plus en plus partagée, non seulement par les jeunes, mais aussi par les pouvoirs publics. Et donc, il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat étudiant en particulier au Maroc. C'est une voie essentielle pour créer de l'emploi, de la richesse et de l'innovation, tout en permettant aux jeunes de réaliser leur potentiel et de contribuer au développement de notre pays. Le gouvernement marocain a déjà mis en place plusieurs programmes pour encourager la création d'entreprises, telles que la création du statut d'auto-entrepreneur, la mise en place de programmes de financement dédiés à l'entrepreneuriat innovant et aux start-up. Intelaka, je ne sais pas si l'entrepreneuriat innovant Binatna, ainsi que des solutions dédiées à l'entrepreneuriat innovant et start-up telles qu'InnovStart, Innov Idea, InnovRisk, proposé par Wilcom, en plus de CDG Invest, UM6 Venture et l'introduction du crowdfunding. Donc il y a effectivement beaucoup d'outils qui sont là, qui peuvent favoriser juste l'entrepreneuriat ou ce qu'on peut appeler l'entrepreneuriat innovant. De nombreuses structures d'accompagnement également ont vu le jour ces dernières années au Maroc. On peut citer les espaces de coworking, les incubateurs tels que Impact Lab, la Factory, MCISE, les accélérateurs tels qu'Impact Lab. Il faut que les jeunes allez voir Impact Lab, allez voir ce qu'ils font sur leur site web. Sénat belge, avec son partenaire qui est devenu son mari, font des choses juste extraordinaires, ici au Maroc, mais dans plusieurs pays dans le monde. Donc vraiment, c'est un très très bel espace, et en fait une très belle aventure qu'ils ont menée et qui donne de très bons résultats. Au niveau international, les programmes d'incubation virtuelle, Google for Startups Accélérateur, Google for Startups Accélérateur, MIT Launch offre également un accompagnement à distance aux entrepreneurs via des webinaires, des forums de discussion et des logiciels de gestion de projet.
Il est également important de souligner l'existence d'acteurs majeurs tels que Y Combinator. J'en avais parlé la dernière fois que j'étais venu ici. L'accepteur le plus connu et précieux de la Silicon Valley qui a accompagné des startups mondialement connues, Dropbox, Airbnb, Reddit, ainsi que la startup marocaine de e-commerce B2B, Shalik.ma. Donc on peut aussi, vous voyez, avoir de très belles idées ici au Maroc et qui sont accompagnées par les meilleurs accélérateurs au monde. Maintenant, ce que j'avais dit aussi la dernière fois, c'est que Y Combinator, beaucoup des startups qu'ils accélèrent, qu'ils accompagnent, la dernière fois, quelqu'un m'avait dit un chiffre, m'avait dit sur les 10 ils accompagnent après 10 par an, sur les 10 qu'ils ont accompagnés, je crois en 2021 ou 2022, 8 n'auraient pas pu le voir le jour au Maroc à cause de la réglementation marocaine. Donc, elles auraient été interdites ici au Maroc. Et donc voilà, ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Alors, les universités et établissements d'enseignement supérieur ont également adopté cette tendance en créant des espaces de coworking, des incubateurs et des programmes d'entrepreneuriat pour stimuler la création d'emplois et le transfert de savoir-faire via du mentoring, des formations, des ateliers, des pitch competitions. L'UM6P, pour ne citer qu'elle, s'inscrit dans cette dynamique en tant qu'acteur majeur de l'entrepreneuriat étudiant avec la création de l'Innovation Hub en 2020. Cette dernière offre un accompagnement de qualité pour les entrepreneurs marocains et africains. Le secteur privé est également très actif dans le domaine par les nombreux hackathons qui offrent aux étudiants l'opportunité de travailler sur des projets entrepreneuriaux avec d'autres étudiants, des mentors, des experts, en mettant l'accent sur la création d'un prototype ou d'un produit minimum viable. Mesdames et messieurs, malgré ces initiatives louables, il est important de souligner que ceci reste insuffisant pour amorcer un véritable choc entrepreneurial, et en particulier auprès des jeunes étudiants. Les chiffres de l'entrepreneuriat au Maroc le confirment ce que je viens de dire. À peine 9,6% des jeunes actifs s'orientent vers l'auto-emploi entrepreneuriat. La majorité restante est répartie entre le salariat puis le travail non rémunéré, surtout pour les jeunes femmes. En plus, les jeunes de 15-24 ans représentent uniquement 15,6% des détenteurs de statut d'auto-entrepreneur. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant à relever, c'est que ce n'est pas l'envie de devenir entrepreneur qui manque. Selon les indicateurs du Global Entrepreneurship Monitor, il y a eu même une amélioration de la perception de l'entrepreneur au Maroc entre 2015 et 2021, puisque le pourcentage de ceux qui considèrent l'entrepreneuriat comme un bon choix de carrière a augmenté de 71 à 85%. Parallèlement, il y a eu une baisse de ceux souffrant de la peur de l'échec de 41% à 35,5%. Et je vais revenir un peu sur cette envie d'entrepreneuriat à la fin, dans ma conclusion. Quelles peuvent être alors les entraves qui freinent le développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes, vu qu'ils disent on veut le faire, et notamment chez les jeunes étudiants? Deux aspects me semblent primordiaux. Le premier, c'est les qualifications et compétences des entrepreneurs qui peuvent entraver la création et ou le développement d'une entreprise en se répercutant sur la qualité des projets et de dossiers de financement présentés aux banques. Vous avez parlé tout à l'heure de Mark Zuckerberg et de bien d'autres. Moi qui suis beaucoup plus vieux que vous, je vais citer Bill Gates, Michael Dale, d'accord, Trevor Lossing. Donc oui, effectivement, on peut lancer son entreprise à partir de son dortoir et faire des choses juste extraordinaires. Le deuxième aspect décisif réside dans la qualité de l'environnement qui accueille ces entrepreneurs étudiants potentiels. La corruption, la longueur des délais de paiement, le manque de confiance entre l'entrepreneur et l'administration fiscale, la lourdeur et la complexité des procédures administratives, en dépit du lancement du processus de digitalisation, parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique, l'accès difficile au financement pour les petites structures naissantes, le manque d'accompagnement, la concurrence déloyale de l'informel et les barrières à l'entrée au marché sont autant d'éléments qui constituent de réels blocages pour le jeune entrepreneur, aussi bien dans la phase de création que de développement de la taille de son projet par la suite. Mesdames et messieurs, nous sommes donc devant une situation nécessitant une intervention simultanée sur les deux fronts. Il convient en effet de renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes tout en créant un environnement favorable à la création d'opportunités et inspirant confiance. Il serait néfaste d'agir sur l'un sans l'autre, car renforcer les compétences sans un environnement adéquat ne ferait que conduire au chômage des diplômés ou à la fuite des compétences vers l'étranger, ou à la frustration. À l'inverse, investir dans un environnement entrepreneurial sans considérer les compétences des jeunes ne conduirait qu'à une inefficacité des dépenses engagées, car l'impact de la réforme serait en deçà des attentes par rapport à l'effort fourni. Je vous dis juste que les banques, aujourd'hui,
ont des taux, je dirais, de défaut au niveau d'Intelra qui sont énormes. Et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui en train de revoir le dispositif. 1. Renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes étudiants, les soutenir avec des mécanismes d'appui dédiés, en inculquant la culture entrepreneuriale, la quête d'opportunités, la négociation, la gestion de projet, les techniques financières comptables, les langues et tous les soft skills liés à l'entrepreneuriat, à travers l'introduction de modules spécifiques à ces questions au niveau de tous les cursus de formation. Je suis d'accord avec Sylvain Béchard, ça commence à l'école, mais l'université a un rôle énorme à jouer, vu la maturité des gens qui nous accueillent. 2. En proposant systématiquement des stages d'immersion des jeunes étudiants en entreprise au niveau des parcours de formation. Qu'est-ce que c'est dur à des étudiants d'avoir des stages, je dirais, ou là du travail en alternance. C'est juste inacceptable que l'entreprise marocaine ne fasse pas cet effort. D'ailleurs, je reviens à 2009, en signant le pacte pour l'émergence industrielle devant Sa Majesté, j'avais convaincu le président de la CGM à l'époque de venir signer une convention qui instaurait ces stages, je dirais, l'ouverture d'entreprise aux stagiaires. Malheureusement, ça n'avait pas été suivi d'effet par la suite. En complétant l'offre de formation par un dispositif d'accompagnement vers la création d'entreprises par les étudiants, il s'agit de généraliser au niveau des universités la création d'incubateurs et accélérateurs animés et gérés de façon professionnelle par des personnes familières avec la culture entrepreneuriale et capables d'accompagner les étudiants potentiels vers l'aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire que l'université a un rôle magnifique à jouer là-dedans, mais ne le jouez pas tout seul. Voilà ce que ça veut dire. Il faut faire accompagner par des gens dont c'est le métier, qui ont fait de l'entrepreneuriat, qui connaissent l'entreprise. Vous la connaissez, eux ils la connaissent peut-être un peu mieux parce qu'ils se sont cassés les dents, je dirais, en gérant des entreprises. Il faut aussi développer davantage les programmes de mentorat et d'accompagnement conseil qualité pour les étudiants entrepreneurs, élargir le réseau de Fab Labs. C'est très intéressant, quand j'en entends parler, c'était à Nîmes, et espace de coworking au niveau des universités marocaines. Développer le réseautage pour les étudiants entrepreneurs à travers notamment l'organisation de hackathons ou de concours de création d'entreprises, ainsi que via la création de réseaux d'entrepreneuriat étudiants, à même de favoriser la collaboration et le partage d'informations autour des opportunités disponibles. Ça, c'était le premier axe de renforcement des capacités. Bien sûr, il y a un deuxième axe qui est comment arranger l'environnement. Et en fait, on peut dire, au lieu de dire comment on rend l'environnement plus favorable, on dit comment on réduit au maximum le niveau d'incertitude qui peut impacter le processus de création d'entreprise ou la croissance de l'entreprise. Parce que l'entrepreneur étudiant, il ne se développera pas en misant uniquement sur les aspects qui lui sont spécifiques, mais en agissant également sur les facteurs transverses. Et donc, sur les acteurs transverses, vous les connaissez tous, je vais rappeler rapidement. Accélérer l'assainissement de l'environnement des affaires en veillant à une mise en œuvre rigoureuse de la nouvelle charte de l'investissement sur tous les volets liés à la corruption, l'accès à la commande publique, le financement et l'appui aux TPME, la promotion de l'investissement dans les secteurs innovants. Il y a aussi le processus de digitalisation qu'il faut vraiment accélérer et mener jusqu'au bout. Et surtout, il y a aussi cette idée d'enlever au maximum les autorisations qui sont demandées. Nous, au Conseil, on a dit qu'il faut que dans un délai de 3 ans, 80% des autorisations préalables soient enlevées et que les gens travaillent sur des cahiers de charges pour créer leur entreprise ou élargir leur entreprise ou autre. Diversifier la palette des formules de financement dédiées aux startups, à l'innovation, à l'appui à la R&D, capital risque, les fonds d'amorçage, crowdfunding. J'ai cité des chiffres ici il y a quelques semaines où je parlais vraiment du très très faible montant sur plus d'1 milliard qui est en fonds capital risque pour l'Afrique, le Maroc, 4, 6 millions une année, 10 millions une autre. Et donc on est vraiment même pas sur la carte. Finalement, élargir l'espace d'opportunité pour les futurs étudiants entrepreneurs en nouant des partenariats de coopération entre les universités et les entreprises privées pour créer des projets innovants autour de sujets et secteurs choisis conjointement et qui répondent mieux aux besoins du marché. Je suis de plus en plus convaincu, on l'a dit dans le nouveau modèle, que l'université doit être au centre de tout l'écosystème régional. L'université peut jouer un rôle magnifique. On parle aujourd'hui d'entrepreneuriat, mais on peut prendre différents sujets d'université en s'ouvrant, en collaborant,
Et normalement, c'est l'entreprise qui doit aller plus vers l'université. Mais si Hadi al-Hala, aller plus vers les entreprises, je voulais que je vous dise. Voilà, donc voilà un peu, si vous voulez, les différentes l'état des lieux, les différentes recommandations. Maintenant, laissez-moi juste en quelques minutes parler plus aux étudiants qu'aux professeurs et administrateurs ici présents. Combien de vous veulent faire de l'entrepreneuriat? 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6. Bon, déjà, vous faites mentir. Je vais vous compter juste pour augmenter les statistiques. Déjà, vous faites mentir les chiffres que 85% de jeunes veulent faire de l'entrepreneuriat. Quand on pose ce genre de questions, là, beaucoup de gens répondent oui, même s'ils pensent que non. Parce que c'est bien de dire je vais faire de l'entrepreneuriat. Mais voilà. Mais quand je vois ce pourcentage, déjà c'est un pourcentage important. C'est bien. Et deuxième des choses, ça répond au fait aussi que tout le monde ne veut pas faire de l'entrepreneuriat. Franchement. Quand cette idée que si on dit on veut pousser tout le monde à faire de l'entrepreneuriat, c'est une fausse bonne idée. Maintenant, juste quelques conseils. Première des choses, l'entrepreneuriat peut commencer quand? Il peut commencer même maintenant. C'est un peu cette idée d'entrepreneuriat étude. S'il commence maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez cette idée magnifique, d'accord, qui ne peut pas attendre. Et donc faites-le. Si vous avez juste une idée que tout le monde a déjà faite dehors, n'allez pas le faire. Attendez de sortir, allez dans une entreprise, apprenez un métier, regardez, soyez curieux, regardez ce qui se passe autour de vous et vous trouverez des besoins qui sont des besoins pas remplis, inassouvis. Et donc c'est l'idée pour aller et faire de l'entrepreneuriat. Ça et donc, mais n'attendez pas trop longtemps aussi. Parce qu'elle a levé sa main, mais au bout d'un certain moment, quand on attend trop longtemps, on a une famille, on a des obligations, on a des crédits, on a une maison à payer, etc. Et donc on est moins enclin à faire de l'entrepreneuriat. Moi j'ai créé 5 entreprises dans ma vie professionnelle et je les ai faites à différentes étapes de ma vie, beaucoup plus tôt. Donc vous voyez que cette idée de n'attendez pas trop longtemps pour les faire est vraiment une chose dont je parle par expérience. Maintenant, il peut y avoir toujours, il y a la règle et il y a l'exception. On peut effectivement, à je ne sais quel âge, d'un âge assez avancé, avoir une idée à ce moment-là, parce qu'on a eu toute cette expérience, on a assez travaillé pour l'État ou pour une entreprise privée, on dit tiens, il y a peut-être quelque chose que je peux faire avec l'aide de personnes plus énergétiques, je vais le faire, faites-le. Et donc cette histoire d'entrepreneuriat peut être faite à différentes étapes de la vie, mais quelques points qui me semblent importants par rapport à comment. Première, n'essayez pas de faire ce que fait tout le monde. Vraiment, c'est pas de l'entrepreneuriat, c'est pas pour créer je ne sais quoi. Je ne veux pas être médisant sur un tel affaire, mais juste réfléchissez. Et quand je dis ne faites pas ce que fait tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on va tous inventer le iPhone. Mais c'est quelque chose d'innovant. Et l'innovation peut être dans le produit, peut être dans le process, peut être dans différentes choses, dans le service. Et donc, juste différenciez-vous. C'est ça un peu l'idée que j'amène. Elle peut être, je dirais, je vais aller rendre un service à un niveau régional, personne n'est allé. Bien. C'est l'entrepreneuriat, d'accord, qui a des chances de marcher. Donc ça, c'est important. Deuxième des choses que je voudrais partager avec vous, si vous avez peur de l'échec, n'allez pas faire de l'entrepreneuriat. Parce que c'est un métier difficile. Et en fait, on réussit, mais on peut aussi échouer. Et si on est je dirais, très... on a peur, le chouma, parce que c'est culturel ça aussi. Hein. D'accord? Il ne faut pas aller faire de l'entrepreneuriat, il y a d'autres opportunités. Troisième point, et vraiment je conclurai par là, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, on peut ne pas le faire seul. Si vous avez des amis ou à un moment un partenaire qui va vous apporter quelque chose au niveau de cette aventure-là, convainquez-le et faites-le ensemble. C'est vraiment intéressant. Et dernier point, c'est à ça que je veux conclure. Quand on parle d'entrepreneuriat, bien sûr, l'idée première, c'est de créer son entreprise,
mais il y a aussi l'esprit entrepreneurial. Et l'esprit entrepreneurial, vous pouvez l'utiliser là où vous êtes. Que vous soyez dans votre propre entreprise, dans une société privée, grande, petite, ou même dans le public, si on vous laisse, bien sûr, l'exercer, mais même si on ne vous laisse pas, il faut se battre pour l'exercer, cet esprit entrepreneurial. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces informations, tout ce partage d'expérience avec nos étudiants. Donc, je vous rappelle que M. Chamy, il a fait un tour d'horizon pratiquement du côté du gouvernement et d'expérience personnelle, donc pour nous montrer que l'entrepreneuriat, c'est accessible à tout le monde et on peut tous être des entrepreneurs. Donc, en passant un petit peu les statistiques, et ce qui m'est passé en tête, c'est surtout le discours de Sa Majesté, Sa Majesté le Roi, je crois c'est en 2018, à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, où il a soulevé que nous ne devons plus accepter que notre système éducatif fonctionne comme une machine à fabriquer des légions de chômeurs, surtout dans certaines filières universitaires, dans les diplômés. Tout le monde le sait, peinent énormément à intégrer le marché de l'emploi. Et donc peut-être que c'est dans ce cadre-là qu'on s'est engagé dans cet esprit d'ouverture de l'université sur son environnement. Et la présence de M. Ktani donc, et de M. Mustafa de l'AUF, M. Stéphane Marion de Lyon 3. Et donc on avait mené un projet très très promoteur qui est Salem et qui encourage les étudiants dès leur parcours universitaire à réfléchir à créer des entreprises ou à s'investir. Vous avez évoqué un point très très important, c'est de s'associer collectivement. Et ça c'est très important. Donc on avait surtout sollicité les étudiants à se constituer par équipe. Et cette équipe doit être hétérogène. On a des ingénieurs, on a des juristes, on a des économistes, et je vous assure que les statistiques sont très très prometteurs par rapport à ça, et peut-être que dans les ateliers on aura l'occasion d'en parler. Donc, mais je suis convaincue que ce colloque sera une inspiration pour tous les participants et va contribuer surtout à faire avancer cet accompagnement de l'entrepreneuriat, surtout qu'on avait vu que le parcours donc avec cette nouvelle architecture, une chose très importante est apparue, c'est que le PFE va disparaître. Et je partage pour confidence avec vous, avec mes collègues ici présents, il y a plusieurs années qu'on a décidé de ne plus demander aux étudiants de faire des PFE, mais surtout de commencer à préparer, on les a accompagnés par des ateliers. Et à la fin, ils doivent au moins nous présenter un business plan ou business model, et c'est ce output-là, sur ce output-là qui seront notés. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de projets innovants qui ont été créés, que ce soit à Rabat ou à Casa, et peut-être dans la séance plénière suivante, on va en parler. Donc, je remercie encore M. Chamy d'avoir répondu présent et surtout pour ce partage d'expérience. Et je vais inviter le représentant de Madame le maire et la représentante de M. le ministre de nous donner leur point de vue par rapport au sujet. M. Tatou et Madame Raja. Voilà. À vous la parole, Madame. Donc, l'honneur est aux femmes, Monsieur, si vous le permettez. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Madame Raja Al-Haman, chef de division de l'accompagnement et promotion d'auto-entrepreneurs et accompagnement du secteur informel au niveau de la direction de la prestation à l'entrepreneuriat, la TPE, actuellement créée au niveau du ministre à travers l'ANAPEC. Je suis honorée de participer avec vous à ce colloque qui est déjà inscrit dans le futur à travers l'innovation, parce que l'accompagnement a toujours existé. L'accompagnement à la création des entreprises, que ce soit des étudiants ou toute autre cible confondue, a toujours existé au Maroc. Mais maintenant, l'exigence est devenue l'innovation. L'innovation dans la façon de faire, l'innovation dans la façon d'accompagner les étudiants ou les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs,
et l'innovation dans les idées. Donc, je vous remercie pour ce thème qui est vraiment à l'actualité par rapport à l'entrepreneuriat au Maroc et qui s'impose. Le mot innovation actuellement ne s'impose pas uniquement dans tous les secteurs et le développement économique de tout le pays, mais surtout dans l'accompagnement, la façon d'accompagner les porteurs de projets, les futurs entrepreneurs, l'innovation dans les idées, l'innovation dans l'accompagnement et l'innovation dans le savoir-être et tout ce qui peut contribuer à une nouvelle génération d'entrepreneurs au Maroc. Donc, avant de commencer de vous présenter une vision ministérielle à propos de l'innovation, nous avons un plan qui a été baptisé Plan 100 000 entrepreneurs pour une nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est un plan qui se présente en avant-première parce qu'il est toujours en phase de conception au niveau du ministère. Et donc, c'est la première fois qu'on va le partager. Et nous sommes honorés de le partager au niveau de ce colloque. Il est en phase de conception. La mise en place et le déploiement est prévu pour le dernier trimestre de 2023. Mais nous avons tenu quand même à le partager avec vous en avant-première dans ce colloque. Pour commencer, je vais déjà dire que l'historique, il est là. L'accompagnement des étudiants à la création a été toujours présent au niveau de l'université Mohamed V à travers l'ANAPEC, à travers bien sûr le projet Salim, à travers l'agence universitaire qui existe comme première agence pilote qui a été mise en place à l'ANAPEC, à l'université, donc à travers l'agence El Elfan. Nous étions toujours près des étudiants pour les accompagner. Dans le cadre du projet Salim, je vous rappelle que l'ANAPEC a dédié un conseiller spécialisé à la création d'entreprises qui était dédié à plein temps, depuis le démarrage du projet Salim en 2018. Ça a donné fruit à l'accompagnement d'à peu près 500 étudiants depuis l'initiation à l'entrepreneuriat jusqu'à l'accompagnement. Donc l'ANAPEC était toujours présente avec les étudiants pour leur initier, pour développer leurs esprits entrepreneuriels et les accompagner une fois intéressés par la création. Actuellement, l'innovation, parce qu'on parle d'innovation, le parcours ANAPEC a toujours existé dans l'accompagnement à travers un parcours pré-création qui est dédié juste aux porteurs de projets. Actuellement, avec le plan 100 000 entrepreneurs pour une nouvelle génération d'entrepreneurs, nous avons mis en place ce plan suite à une conjoncture qui s'impose actuellement, notamment les orientations royales de Sa Majesté qui mettent l'entrepreneuriat au premier rang pour le développement, le plan de développement économique, le plan économique, donc le NMT, le programme gouvernemental et la vision ministérielle du ministère donc, qui met l'accompagnement à l'entrepreneuriat, la TPE donc comme axe stratégique de premier rang pour une intégration, une inclusion économique au Maroc. Et bien sûr, il y a l'ANAPEC, parce que la direction d'accompagnement à l'entrepreneuriat, la TPE, c'est une direction qui a été créée, mise en place et initiée dans le cadre de ce plan par le ministère, mais créée au niveau de l'ANAPEC, comme direction centrale. Et bien sûr, cette priorité qui s'impose a fait que l'ANAPEC et le ministère doivent être en phase avec cette vision globale, stratégique, royale, qui est le développement de l'entrepreneuriat au Maroc à travers un plan 100 000 entrepreneurs qui met l'innovation comme premier axe d'intervention. Donc l'approche d'élaboration de ce plan opérationnel de nouvelle génération d'entrepreneurs, il s'inscrit dans la stratégie 3E de l'ANAPEC.
La vision 2023-2026 de l'ANAPEC est une vision qui est baptisée Stratégie 3E. Qui dit 3E dit emploi, employabilité et entrepreneuriat. Donc, comme vous voyez, puisque l'entrepreneuriat est devenu un axe au même rang d'importance que l'emploi salarié au niveau gouvernemental, il s'avère nécessaire donc d'accompagner les jeunes à l'entrepreneuriat parce que le futur c'est dans les jeunes et donc il fallait créer un plan qui est en phase avec leurs besoins, à savoir l'innovation, la digitalisation, l'accompagnement à distance, l'accompagnement virtuel. Donc tout ça, c'est une vision qui va être mise en place à fin 2023 donc pour accompagner et répondre aux besoins qui sont exigés par la jeunesse. L'ANAPEC est un service public de l'emploi et d'appui TPE universel inclusif et proximité. Donc les trois composants de cet accompagnement à l'horizon 2026, c'est l'universalité, l'inclusivité et la proximité. Donc c'est là où on parle de plan génération qui va accompagner à l'horizon 2026 100 000 entrepreneurs. L'innovation, c'est donc par rapport à l'offre existante, déjà l'accompagnement des porteurs de projets, c'est déjà l'ouverture à d'autres cibles au sein de l'accompagnement de l'ANAPEC. On ne parle plus porteurs de projets en général. Nous avons maintenant, à partir de cette année, 4 cibles qui seront accompagnées. Le porteur de projet initié juste en phase pré-création. Nous avons les nouvelles cibles, c'est l'auto-entrepreneur en accompagnement post-création et l'accompagnement des TPE au développement et l'intégration des unités économiques opérant dans l'informel. Donc nous sommes ouverts maintenant à 4 cibles avec un mode d'accompagnement qui répond aux besoins spécifiques de chaque cible tout en intégrant la digitalisation. Donc je vous fais part des 8 chantiers du plan plan 100 000 entrepreneurs qui sera mis en place et qui est initié par le ministère et opérationnalisé à travers l'ANAPEC. Donc il y a le cadre institutionnel et à l'organisation de la ligne de métier. Donc la ligne de métier, dorénavant, l'accompagnement ne va pas être juste un accompagnement face à face en présence de l'agence. On prévoit un accompagnement digitalisé à travers soit des modules en e-learning, un accompagnement individualisé mais à distance avec les jeunes pour répondre à leurs besoins en matière de digitalisation et en prenant en considération bien sûr le facteur temps dans la création d'entreprises, surtout pour les jeunes qui sont déjà, par exemple nous avons des lauréats qui travaillent dans tout ce qui est digital, qui sont déjà initiés et qui veulent formaliser leurs entreprises. Donc on répond à leurs besoins à travers un accompagnement à distance individualisé. Nous allons prévoir dans l'accompagnement, donc sera dans des salles virtuelles, donc des formations en groupe, dans des salles virtuelles à travers des plateformes, avec des programmes internationaux. C'est le programme d'apprentissage par l'action, à travers le programme CFE. Donc nous sommes en train de certifier en CFE nos conseillers spécialisés à la création en e-facilitation. Ça veut dire que tout va être à distance avec des salles virtuelles pour accompagner en pré-création et en post-création toutes les cibles de l'ANAPEC. Donc l'offre de valeur, la nouveauté, c'est que l'accompagnement au niveau du ministère était un accompagnement non financier. Actuellement, à travers la signature du cadre contractuel avec l'État en 2023, l'accompagnement est devenu, donc on ne parle plus d'offre d'accompagnement, mais d'offre de valeur qui combine entre l'accompagnement non financier, que ce soit en face à face ou dans des salles virtuelles à distance, mais aussi de l'accompagnement financier. Donc dorénavant, en post-création, toutes les cibles accompagnées par l'ANAPEC, ils auront bénéficié de 4 mesures financières qui sont le chèque formation, chèque conseil, chèque gestion et chèque subvention au loyer. Donc ces chèques, ils consistent, le chèque formation, que ce soit pour la TPE, pour l'auto-entrepreneur ou pour les unités ou les jeunes qui travaillent
dans l'informel, ils veulent se formaliser, que ce soit en entrepreneur ou autre forme juridique. Le chèque formation consiste de la formation en renforcement des capacités. Le chèque gestion, il conseille, c'est des prestations individuelles et du coaching qui est payé aux bénéficiaires, donc à raison de 10 000 dirhams par bénéficiaire, et la subvention au loyer pour les unités en informel pour donc 3 ans de loyer et 1000 et accompagnement dans tout ce qui est administratif et fiscal. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce plan 100 000 entrepreneurs à l'horizon de 2026. Nous sommes en train de concevoir et de travailler sur le plan stratégique, mais c'est déjà, ça se ressent sur le terrain et on va démarrer à partir de juillet. Et j'invite tous les étudiants qui sont intéressés à cette nouvelle façon d'accompagnement innovante dans la conception et dans l'accompagnement de joindre donc l'ANAPEC pour y bénéficier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la représentante de Monsieur le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Donc, comme vous voyez, l'environnement il est propice pour lancer l'entrepreneuriat étudiant. Et donc, je remercie Madame, il a mis l'accent sur un organisme très très important qui accompagne les étudiants depuis plusieurs années, qui est l'ANAPEC. Et donc, d'ailleurs, pour votre information, l'ANAPEC avec d'autres organismes, ils offrent à la fin de ce colloque des sessions d'accompagnement pour les étudiants, depuis la génération d'idées jusqu'au développement des compétences et des skills. Madame, et je donne directement la parole au représentant de Madame le maire de la ville de Rabat, Monsieur Tchadjou, à vous la parole. Merci. السلام عليكم. بطبيعة الحال في البداية تنبغي نقدم الاعتذار ديال السيدة العمدة لتواجدها في مهمة رسمية خارج أرض الوطن، وتنبغي نقدم تشكر الحارة الجامعة ديال محمد الخامس وكلية الأوداد واللجنة المنظمة كاملة على هذا الدعم. فبطبيعة الحال أنا ما عنديش بريزونطاسيون، عندي كلمة غادي نقولها للإخوان الحاضرين. بطبيعة الحال المناظرة الأولى اللي كتنظم متعلقة بالانتربرونيا إتيديون هي الأولى من نوعها بطبيعة الحال، واللي هاد المناظرة هذه تأتي في إطار ترسيخ الفكر المقاولاتي لدى الطلبة، كما تسعى أيضا إلى روح المقاولة في حياة الطالب، ما دامت المقاولة تشكل لبنة أساسية في أفق بناء اقتصاد وطني قوي، وأيضا تشجيع الطالب على تطوير مشروعه تماشيا مع التزاماته الدراسية، وكذلك بث وتكريس وإنعاش الثقافة المقاولاتية في صفوف الطلبة. ويبقى الهدف أيضا أولا إعداد رأس مال بشري مؤهل يتمثل في تعزيز قدرات الشباب ومهاراتهم في أفق الرفع من قابليتهم للتشغيل. ثانيا تقوية جسور التعاون والتواصل بين المؤسسة الجامعية والفاعلين في مجال المقاولة. فترسيخ روح المقاولة لا تعني فقط الجامعة، بل تعني أن تكون مشروعا، وذلك لكون خيرات الشباب يشكل دعامة أساسية وإحدى الركائز الفاعلة لتنمية البلاد. فالاهتمام بالمقاولة عموما وفكر المقاولات للطلبة يدخل في صميم الاختصاصات المتعلقة بالسياسات العمومية للحكومة، البوليتيك بيبليك. هذه السياسات العمومية لا يمكن تنزيلها إلا في إطار السياسات العمومية الترابية، البوليتيك بيبليك تيريتوريال. وحينما نتكلم عن السياسات العمومية الترابية c'est-à-dire البوليتيك بيبليك تيريتوريال، on est en face de trois entités. حنا كنكونوا أمام ثلاث مكونات اللي هي مجالس الجهات، مجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجامعات. فطبيعة الحال حضوري هنا كمنتخب مدينة الرباط وكنائب السيدة العمدة، بالنسبة لنا القانون 113/14 لا لوا اورغانيك 111/13
nous donne beaucoup de compétences dans le domaine de développement. وكيبقى بطبيعة الحال على أن الطلبة هم جزء من المواطنين داخل المجال الترابي اللي كنمثلوا، ولذلك وجب علينا الإجابة للانتظارات ديال هذا الجزء من المجتمع اللي هو الطلبة. فكما يعلم الجميع بأن القانون التنظيمي 113/14 c'est-à-dire la loi organique 111/13 nous oblige à élaborer un plan, ce qu'on appelle un PAC, un plan d'action communal. حنا بالنسبة لنا في جامعة مجلس مدينة الرباط تم الإعداد ديال برنامج عمل الجامعة، وأول انفتاح لوفيرسيون الأولى اللي درنا حنا هنا في مدينة الرباط هي على الجامعة في إطار اتفاقية شراكة. On a élaboré un partenariat avec l'université de Mohamed VI de Rabat. وبطبيعة الحال اللي عزلنا فيها مجموعة ديال لي تيماتيك، ومن ضمن لي تيماتيك هي الشباب. وهنا كنبغي يمكن ربما يمكن الكلام ديالنا حنا الكلام ديالنا خصو يكون رياليزابل، وهنا كنجي لواحد لاكسيون اللي هي رياليزابل. ونبغي نقول للاخوان المنظمين والطلبة على اننا اون اي اون تران d'élaborer ce qu'on appelle une pépinière d'entreprise، منبت مقاولات صغرى. وبطبيعة الحال بالنسبة للاختصاص ديالنا كيدخل في إطار توفير العقار لو فونسي، كاين بالنسبة للإيكيبمون التجهيز كيبقى هنا on doit faire appel le ministère concerné، les établissements publics concernés، بناء على البارتناريا اللي عندنا مع الجامعه ديال محمد الخامس باش نتخرجوا معنا هذا المشروع للنور بطبيعه الحال اللي ما فيه خير لهذه المناظره والطلبه بطبيعه الحال اللي مهتمين بطبيعه الحال بالمقاوله. فكما كنعرفوا على مستوى وطني بان الكثير من المستثمرين الدوليين الان يبحثون بطبيعه الحال على موارد بشريه مؤهله ذات كفاءه وسريعه التاقلم مع بيئه في العمل. بطبيعة الحال هذه الموارد البشرية مؤهلة ولكن لا تخرج إلا من الجامعة. فالجامعة كتبقى دائما هو الفضاء للتواصل المباشر بالنسبة للاستثمار الذاتي. وفي الأخير يجب العمل على ضرورة مضاعفة تضافر الجهود المبذولة من قبل المؤسسات العمومية، القطاع الخاص، الجهات الفاعلة في المجتمع من أجل تشغيل الشباب وتشجيع حاملي المشاريع رهن إشارة مقاولتهم الخاصة. وشكرا اللي تنبغي نأكد عليه على أننا حنا راه الإشارة تنسيق مع الجامعة ديال محمد الخامس لأنه ولات كتربطنا معها ان بارتناريا واتفاقية وحنا راه الإشارة. شكرا للجميع. Merci beaucoup aux représentants de Madame le maire. Donc, vous voyez, tout l'environnement est favorable pour accompagner nos étudiants. Donc, des pépinières sont en train de se mettre en place pratiquement dans la majorité des villes pour accompagner les universités à repenser à la création de l'entrepreneuriat depuis le parcours universitaire. Donc, sans trop tarder, je donne la parole à M. Bassi, notre chef de département de sciences économiques. Je vous remercie pour votre patience. À vous la parole. Alors, bonjour à tous, honorable attendance. Je suis ravi d'être des vôtres. Sans aucun doute, c'est une initiative très louable qui a été prise par nos collègues de différents départements respectifs, aussi bien gestion éco. Et sans aucun doute, une initiative qui devrait avoir un impact dans les quelques mois, semaines, années à venir. Alors je vais revenir sur ma très modeste expérience concernant ce domaine. Dans une autre vie, je dirigeais un programme des Nations Unies qui s'appelle Empretec. Et là, ça fait une bonne vingtaine d'années. Et ce programme est Empretec, c'est un programme qui était initié par la CNUSET, la Conférence des Nations Unies pour le développement. C'est un programme qui, lui, s'adressait exclusivement aux pays d'Amérique latine et plus particulièrement au Brésil. D'où le nom Empretec, Empresas Tecnológicas. Sauf que c'était un programme qui, lui, ne s'adressait pas aux étudiants. Et là, je fais allusion en quoi est-ce que le paradigme a énormément changé. Le programme avait pour vocation
le développement de l'esprit entrepreneurial, et non pas la création d'entreprise. Je reviendrai là-dessus, il y a une petite nuance. Et toutes les questions qui étaient posées à l'époque, c'était des questions du genre. Est-ce que l'esprit d'entreprise, est-ce que c'est de l'inné ou de l'acquis? C'était la première question. Et les tests de sélection se faisaient sur cette base. C'est qu'il y avait une logique discriminatoire. C'était un test psychotechnique qui, lui, différenciait entre ceux qui disposaient d'habileté entrepreneuriale et ceux qui n'en disposaient pas. Et donc le test, il se faisait non pas sur le terrain, mais plutôt sur un truc genre QCM. Vous répondez et vous étiez automatiquement éliminé. Vous ne disposez pas d'esprit entrepreneurial, c'est pas la peine qu'on s'investisse dans votre... Le test existe toujours, même l'ANAPEC en dispose. La deuxième réflexion que je veux soulever avec vous, c'était, au-delà de est-ce que c'est l'inné et l'acquis, la question qui se posait, c'est à qui doit-on adresser ce fameux développement entrepreneurial? Et à l'époque, et là je parle il y a une bonne vingtaine d'années, toute la réflexion qui était faite sur la base d'un certain nombre d'études qui ont montré, et là je rebondis sur ce que disait le président Sichami, c'est que tous ceux qui faisaient des études relativement longues étaient moins enclins à créer une entreprise. Et donc le développement entrepreneurial ou la création d'entreprise était essentiellement destiné à ceux qui faisaient des études relativement courtes. Pour être un petit peu plus précis, au mieux Bac+2. Je vais aller plus loin. Au Maroc, initialement, ces fameux programmes de développement entrepreneurial s'adressaient exclusivement aux gens qui faisaient la formation professionnelle au travers du fameux projet du BIT, les fameux clés. Ici, je suis en terrain conquis. Et donc les gens ne travaillaient qu'avec une grille, avec 5 aspects au-delà de l'idée, etc. Études économiques, études commerciales, études juridiques, études ressources, etc. Et donc c'était un programme, j'allais dire, presque mécanique. Et où on développait très peu des compétences entrepreneuriales. Ce qu'on développait, c'était les compétences techniques. Et très souvent, ça amenait à l'échec. Parce qu'on avait souvent négligé la partie développement entrepreneurial, ces jeunes. Et on était exclusivement sur comment créer un business plan. Et le business plan, à la limite, ça peut se faire sans trop de difficulté. Là, encore une fois, je m'adresse à des bac moins quelque chose, bac +1, bac +2. Et ça se faisait de façon mécanique. Et on ressortait très rapidement avec des situations d'échec. Alors, entre-temps, vous convenez que, là, je suis en train de parler d'une expérience il y a quelques années de cela, les paradigmes ont énormément changé. La certitude aujourd'hui, et votre présence en atteste, c'est que c'est pas de l'inné. Il y a une partie peut-être qui est innée, mais une bonne partie, c'est de l'acquis. Alors, comment faire en sorte qu'on puisse instiller le développement entrepreneurial chez un jeune? Je pense que c'est tout ce que vous voulez faire pendant ces 2 journées, pour lesquelles, évidemment, j'invite tous ceux ici présents à participer de façon volontaire. Il faudrait qu'il y ait une volonté de celui qui veut créer aussi. On ne peut pas vous l'imposer. Dans la réflexion qui a été menée par ceux qui m'ont précédé, au risque d'être redondant dans certains éléments, sans aucun doute, Sichami a fait un diagnostic sans appel de la situation telle qu'elle se présente. On est sur une situation qui est relativement délicate. On ne profite certainement pas du dividende démographique. La preuve en est, c'est que le taux de chômage chez les jeunes il est relativement élevé, etc. Et donc nous avons un souci majeur. Je pense que tous les programmes qui sont déclinés aujourd'hui et qui ont été présentés par les uns et les autres de façon institutionnelle sont dans cette logique d'essayer de trouver une manière pour que ce fameux dividende démographique fonctionne, à l'image de ce qui se passe dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'il faut trouver une solution. Le dividende démographique, il est là, sauf qu'il ne fonctionne pas très bien chez nous. Et là, nous avons un certain nombre de programmes qui ont été mis en place, tant mieux par un certain nombre d'institutions,
Sauf que le bémol, et comme ça a été déjà dit, c'est que tous ces programmes ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas un écosystème favorable au développement entrepreneurial. C'est-à-dire ça va être des petits programmes à droite à gauche, sachant que tout ce que nous sommes en train de développer doit être transversal. Et là, quand je dis transversal, toute institution confondue. La fiscalité, l'université, tous les domaines. Et donc, la création de cet écosystème, c'est aujourd'hui peut-être notre cheval de bataille. Il va falloir qu'on agisse sur cet écosystème. Alors, sans trop tarder, j'ai une autre manifestation, mes collègues le savent, qui démarre à 12h30, pratiquement, à laquelle vous êtes tous invités. Vous êtes invités, mais alors là, open doors. Voilà, donc je vous remercie et bonne continuation. Merci, Monsieur Latassi. Donc, comme vous voyez, Latassi a surtout insisté sur l'écosystème. Sans l'implication de l'écosystème, donc l'université, la fac ne peut pas agir toute seule. Donc, sans trop tarder, pour une contrainte de temps, comme l'a dit Monsieur Latassi, donc je vais vous inviter à une pause café. Vous avez 15 minutes et on reprend avec la première séance plénière. Donc, je vous remercie pour votre attention et on se fixe rendez-vous dans 15 minutes. Merci.